Dominique Schnapper, pour ce faux départ. Nous vous écoutons avec grand plaisir sur l'engagement du Conseil des sages de la laïcité au niveau du terrain et de vos engagements. On vous écoute. Merci. Il faudrait mieux en effet se voir, mais au moins nous pouvons nous parler. Et donc je voudrais vous présenter quelques réflexions sur le sens de la laïcité en France et en 2020, car dans l'histoire de la laïcité, elle a eu des moments différents. Alors je voudrais partir d'un fait général qui est que toutes les sociétés démocratiques respectent un principe de séparation du politique et du religieux, dans la mesure où elles donnent les mêmes droits et les mêmes devoirs et accordent la même reconnaissance à tous les citoyens, quelle que soit leur croyance religieuse, quelle que soit leur pratique religieuse ou leur absence de croyance et de pratique. C'est le principe qui fonde l'ordre démocratique. Et si on voulait appeler laïque toutes les sociétés qui se conforment à ce principe, toutes les sociétés démocratiques le sont en ce sens, dans la mesure où elles ne sont pas liées à telle ou telle affiliation à une église et qu'elles refusent de dicter aux individus le sens qu'ils peuvent donner à leur destin en leur imposant une certaine conception du monde et de l'au-delà. Elle repose donc sur la distinction du public et du privé. Les choix religieux, les pratiques religieuses s'expriment naturellement, librement, dans la sphère privée. Elles sont garanties, elles sont régulées dans leur manifestation publique par les lois qui garantissent les libertés publiques. Donc l'espace public et l'État sont neutralisés religieusement. Ils sont donc communs à tous les membres de la société, indépendamment de leurs affiliations religieuses. C'est donc un principe de liberté, un principe d'inclusion de tous et un principe de reconnaissance de l'égale dignité de tous. Et si ce principe est constitutif de la nation démocratique, c'est que dans nos sociétés, c'est le politique et non plus le religieux qui assure le lien social. Et c'est la séparation du politique et du religieux qui permet donc à tous les individus, qu'ils appartiennent à une église, qu'ils n'appartiennent à aucune église, qu'ils croient en Dieu ou qu'ils n'y croient pas, de participer en citoyens à la vie publique et de se constituer en une société démocratique. Alors, ce principe général, c'est-à-dire ce principe de séparation du politique et du religieux, a pris des formes différentes selon l'histoire, la genèse de la modernité démocratique. Inutile, je vais évoquer en quelques mots les États-Unis, dont vous savez qu'ils comprennent mal la séparation du politique et du religieux typique de la France. Ils se sont constitués à partir d'un projet d'émancipation à la fois politique et religieuse, et pourtant, dès le début de la Constitution de la fin du XVIIIe siècle, ils ont affirmé la séparation du politique et du religieux et l'égale citoyenneté de tous les individus blancs, il faut le dire, quelle que soit leur conviction religieuse. De même, le Royaume-Uni, où la monarchie reste symboliquement liée à une église nationale, ou plutôt à deux églises nationales, puisqu'il y a à la fois l'église anglicane, et vous voyez que le terme d'anglican a tout son sens, et l'église écossaise. Alors, la France est de ce point de vue un cas particulier. Je voudrais souligner les deux dimensions qui font de cette séparation du politique et du religieux commune à tous les États démocratiques un cas particulier et du coup mal compris des autres. Le premier trait, c'est que la modernité politique a surgi d'une révolution qui devint violente et qui s'est exprimée contre la légitimité traditionnelle qui, depuis des siècles, unissait la monarchie et l'Église catholique romaine. Le lien entre la légitimité religieuse et la légitimité politique était donc particulièrement étroit.
Alors, cette affirmation révolutionnaire a suscité un conflit qui s'est développé tout au long du XIXe siècle, les deux légitimités s'affirmant comme étant celles de la vraie France. Et les lois dont nous célébrons aujourd'hui la promulgation, la grande loi de 1905, mais l'ensemble des lois qui ont organisé la séparation du politique et du religieux, ont été élaborées pour clore le débat sur la légitimité politique qui avait donné lieu à ces conflits passionnés et violents depuis l'explosion révolutionnaire de 1789 jusqu'à 1905. Alors, dans d'autres pays démocratiques, la séparation de l'État et des églises peut apparaître comme un simple moyen de gérer politiquement la diversité religieuse. En France, elle est plus radicale et plus philosophique, c'est son deuxième trait, donc radicalité à cause de la Révolution, et aussi nature philosophique et idéologique. Dans notre tradition démocratique, la laïcité, c'est-à-dire la forme française de la séparation du politique et du religieux, est par héritage une dimension essentielle de la démocratie. Elle est donc plus radicale, cette séparation est plus radicale et plus idéologique. C'est notre héritage. Et comme tout héritage politique, il doit être compris, il doit être transmis dans son principe, quitte naturellement à être réinterprété au sens des anthropologues dans ses modalités pratiques en fonction de la société qui s'est transformée depuis 1905. Mais il ne doit pas être détaché de sa signification politique parce que cet héritage, c'est celui qui a fait notre nation. Ortega y Gasset parlait du droit à la continuité historique. Le problème politique, au sens large et noble du terme, qui se pose est donc celui-ci: comment et jusqu'à quel point la tradition laïque peut-elle et doit-elle être adaptée aux conditions nouvelles? La réponse abstraite est évidemment d'en garder le principe et d'adapter ses applications aux caractéristiques et aux aspirations de la population. Celle-ci, évidemment, a beaucoup changé depuis l'adoption des lois de la laïcité. Elle est plus formée, elle est plus exigeante et elle est aussi plus diverse. Mais la réponse théorique, conserver le principe, aménager ses modalités, ne suffit pas à lever toutes les interrogations, ni à donner des solutions aux problèmes concrets tels qu'ils se posent. Mais au lieu de nourrir un débat politique, comment adapter les lois de la laïcité à une population majoritairement déchristianisée et où l'islam et d'autres fondamentalismes d'origine chrétienne se développent? Comment adapter les lois de la laïcité à cette situation? On a nourri un conflit idéologique en introduisant l'idée qu'il existerait depuis toujours deux conceptions de la laïcité. C'est pour moi un faux débat, mais je voudrais en présenter les termes parce que souvent ils se présentent à la réflexion et à la discussion. Pour les tenants de la laïcité traditionnelle qu'on appelle républicain, il s'agit de continuer à porter le principe laïque en tant que projet fondateur de la République et de l'intégration sociale. Il rappelle que c'est un principe de liberté, puisqu'il consacre la faculté de chacun de croire ou de ne pas croire, de changer de religion ou de ne pas en avoir, que c'est un projet qui est en tant que tel inclusif, puisqu'il permet de réunir en une communauté politique tous les individus, quelles que soient leurs origines historiques et religieuses. D'où le rôle particulier de l'école en tant que lieu où se forme le citoyen, tous les élèves y étant considérés comme de futurs citoyens, autonomes, libres et égaux, appelés à forger leur propre conception du monde et de leur destin, sans imposer aux autres leur propre conception et en respectant celle des autres. La loi de 2004, interdisant le port de signes religieux ostentatoires dans l'enseignement primaire et secondaire, s'inscrit dans cette conception.
Devant la poussée des revendications identitaires, j'en donnerai les traits essentiels: affirmation de la primauté de la loi religieuse sur la loi républicaine, exigence de séparation des filles et des garçons dès le plus jeune âge, refus de participer à certaines activités comme la musique ou le sport, confusion du savoir et de la croyance. Devant la poussée de ces revendications, une conception que ces tenants disent ouverte de la laïcité a été élaborée par certains qui plaident pour une politique de reconnaissance des expressions religieuses et identitaires dans l'espace public et en particulier dans l'école. Ils préconisent donc une attitude tolérante devant les manifestations publiques de fidélité à des croyances particulières qualifiées de religieuses. Ainsi, le port de signes religieux qualifiés d'ostentatoires ne remettrait pas en question la laïcité, mais serait la marque d'une reconnaissance de l'identité particulière des musulmans. L'accepter témoignerait pour eux du libéralisme de la République et de la qualité d'attention qu'elle porte à l'autre, d'autant plus que l'autre, ce serait des opprimés ou des persécutés. Alors que la reconnaissance des identités particulières par cette laïcité qui se qualifie elle-même d'ouverte et d'inclusive permettrait, selon eux, de respecter et donc d'intégrer en particulier les populations d'origine ou de tradition musulmane, l'application stricte des lois de la laïcité sont considérées comme adoptées à une autre époque et elles seraient tyranniques et exclusives. Alors il faut bien voir que, en tout cas pendant très longtemps, les tenants de cette laïcité dite ouverte ont eu une image flatteuse dans les milieux politiques, médiatiques et académiques. Elle parle mieux à l'esprit du temps. Nous partageons tous l'idée que notre société doit être ouverte et diverse. La plupart de mes collègues à l'École des hautes études en sciences sociales ont déploré l'adoption de la loi de 2004. Ils appartiennent à ces catégories qui se revendiquent d'un libéralisme culturel que décrivent les politologues. De plus, ils ont dénoncé des excès, dont certains sont indiscutables, de militants qu'ils qualifient de laïcards, qui sont encore obsédés par des combats anciens et d'ailleurs gagnés contre l'Église catholique. Mais il importe de ne pas confondre un principe avec ses excès, si critiquables qu'ils puissent être. Il importe de penser et de conserver le principe. L'argumentaire des partisans de la laïcité ouverte pourrait être accepté s'il s'agissait d'un problème purement religieux, relevant de la morale du père de famille de bonne foi évoqué par Jules Ferry dans sa célèbre lettre aux instituteurs. Mais le débat actuel sur la réinterprétation de la laïcité traditionnelle n'est pas un problème de tact, de tolérance et de respect de la liberté de conscience. La remise en cause de la laïcité dite républicaine fait partie d'un mouvement politique et organisé, et c'est en termes politiques qu'il faut le traiter. L'islam, en tant que religion, ne pose pas de problème que la loi de 1905, intelligemment et libéralement appliquée, ne puisse résoudre. Mais ce n'est pas le cas de l'islamisme, c'est-à-dire d'un projet politique planétaire, d'un islam conquérant. Cette observation est déterminante, car le principe de laïcité est lié à la conception française de la laïcité et il est inséparable de la démocratie française. C'est une observation d'autant plus déterminante que ce qu'on peut appeler les extrémistes musulmans ou l'islamisme ou l'islam politique, et je répète une fois encore qu'il ne s'agit pas de l'islam en tant que tel ou de l'islam en tant que croyance religieuse, croyance et pratique religieuse, eh bien ces extrémistes formulent eux-mêmes leur condamnation de la démocratie et leur volonté de la détruire. Et donc ce n'est pas une obsession de laïcards attardés, continuant à mener un combat déjà gagné contre les traces de l'influence catholique dans la société française
alors que l'Église française est devenue laïque. Nos amis algériens de tradition musulmane, les Boualem Sansal, Kamel Daoud et d'autres, racontent les étapes de l'islamisation politique menée dans leur pays. En France, les documents existent depuis le début de ce siècle. Les territoires perdus de la République, ce livre a été publié en 2002. Le rapport de l'inspecteur général Jean-Pierre Aubin a été remis en 2004, puis soigneusement rangé dans un tiroir par le ministre de l'Éducation nationale pour ne pas faire de vagues. Déjà en 1987, Gilles Kepel avait publié Les banlieues de l'islam. Tous ces travaux ont été suivis d'une série de travaux de sociologues et d'islamologues sous une forme plus élaborée scientifique que ces premiers textes, mais personne n'a contesté leur observation, même si évidemment on peut discuter de leur signification. Les chercheurs des sciences sociales et nous tous devrions nous retrouver autour de quelques constats. La majorité de la population de tradition musulmane installée en France s'intègre dans la société française et partage, pour l'essentiel, les valeurs démocratiques. Mais on ne peut pas nier qu'une minorité d'entre eux, dont nombre de convertis, donc pas seulement ceux qu'on appelle issus de l'immigration, sont enrôlés dans un projet d'islamisation politique directement contraire aux valeurs de la démocratie. Personne ne devrait non plus nier les résultats récurrents que donnent des sondages et des enquêtes scientifiques sur le fait que dans les jeunes générations, une forte minorité rejette les valeurs démocratiques, pas seulement les jeunes de tradition ou de conviction musulmane, mais une part particulièrement forte d'entre eux à l'intérieur de toute une génération qui remet en cause les valeurs démocratiques. En sorte que j'aborde des conclusions pratiques générales avant de vous signaler que le Conseil des sages a collaboré à la rédaction d'un vade-mecum de la laïcité qui s'efforce non pas de présenter les propos plus théoriques que je vous présente aujourd'hui, mais la résolution des cas concrets tels qu'ils se posent actuellement dans différents établissements. Et donc, on doit respecter et prolonger l'héritage de la raison et du débat démocratique que porte la conception de la laïcité à la française, même si certaines de ses applications concrètes doivent tenir compte des transformations sociales. Dans chaque nation démocratique, la frontière du public et du privé est définie différemment, mais dans tous les cas, il faut continuer à transmettre le principe d'une frontière entre les croyances et les pratiques religieuses d'un côté, qui doivent évidemment être respectées, et l'universalité de l'État, de l'espace public, commun à tous, de l'autre. C'est ce principe qui permet de continuer à concilier la liberté de chaque individu d'exprimer ses convictions, mais aussi son devoir de respecter celle des autres. C'est aussi ce qui permet à chacun de participer à l'ensemble des normes communes qui nous permettent de faire une société. Si on prend un peu de recul avec le débat franco-français sur la signification philosophique de la laïcité, ces données doivent être interprétées dans une perspective plus large, d'ordre géopolitique, celle des attaques contre la démocratie. Celles-ci ne sont pas le seul fait des musulmans extrémistes, puisqu'elles émanent aussi des autocrates de Russie, de Turquie, d'Iran, d'Inde ou de Chine, sans compter les chefs des démocraties dites illibérales de l'Europe de l'Est. Mais l'islamisme y tient sa place. La résistance des républicains à remettre en cause les formes de la laïcité à la française revêt parfois des accents désuets, mais cette résistance, elle est vitale
car elle s'oppose à une tentative totalitaire qui se donne pour objectif de détruire la démocratie. Écoutons nos amis algériens, ils ont fait l'expérience. L'expérience, d'autre part, des années 30 nous a montré que ce n'est pas en cédant aux exigences de ses ennemis, en cherchant des compromis avec ses propres principes, que la démocratie a une chance de se sauver, mais en affirmant ses principes et en étant prête à combattre pour les défendre. Trop peu de conséquences ont été tirées des travaux de sciences sociales. Le problème n'est pas celui du débat entre les républicains raides et des multiculturalistes ouverts, soi-disant ouverts ou soi-disant raides. La véritable interrogation pose sur la force de la résistance à l'égard de la poussée extrémiste de ceux qui veulent détruire la démocratie et qui, en manipulant habilement le libéralisme et le légitime souci d'ouverture à l'autre de nos élites politiques et intellectuelles, s'attaquent au travers de la laïcité au fondement même de l'ordre démocratique. En France, il faut défendre la laïcité à la française parce qu'il faut défendre la démocratie. Je vous remercie. Madame la Présidente, merci beaucoup pour ce discours qui a permis de revenir à la fois sur l'histoire du principe, les fondements de la laïcité, et puis vous avez, je pense, très bien expliqué avec objectivité les différents courants qui l'animent, avec les limites de chacun d'entre eux, notamment du deuxième. Donc bref, vous avez très bien recadré les choses, le tout devant les cadres de tableaux qui sont juste derrière vous. Donc merci pour ce recadrage multiple. La salle vous applaudit. Les milliers de personnes qui sont derrière les écrans vous applaudissent en chœur. Jean-Pierre Villain, lui, qui est le président d'honneur de la Fédération Générale des PEP, vous a écouté bien sûr avec attention et a préparé ses propres questions avant bien sûr de passer à celles des participants, des centaines de personnes qui nous suivent en ce moment même. Et je vous invite d'ailleurs, pour celles et ceux qui sont toujours restés silencieux, à s'exprimer et à nourrir cette interactivité lors de cette journée numérique. Jean-Pierre. Merci François. Merci infiniment Madame la Présidente. Merci Dominique Schnapper pour cette intervention d'ouverture de nos travaux. Je crois qu'elle répond en tout point aux ambitions de cette journée, telles que les rappelait tout à l'heure la présidente des PEP, Dominique Gillot. Vous avez développé l'idée forte que, loin d'être un concept seulement théorique ou abstrait, la laïcité constitue un principe d'inclusion et de reconnaissance égale de tous au sein de la République. Or, force est de constater que la laïcité souffre aujourd'hui d'une sorte d'incompréhension, de défiance, voire simplement de désintérêt chez nombre de nos concitoyens. Et beaucoup considèrent à cet égard que cet état de fait résulte avant tout d'une insuffisante attention portée par le politique au sens large, et donc aussi dans la foulée par les services publics, et donc plus particulièrement par le système éducatif, à l'apprentissage de la laïcité chez nos élèves, ce qui expliquerait le retour en force du religieux dont vous avez parlé. D'où dès lors 3 questions qui nous sont remontées, générales, et d'autres arrivent encore, mais je vous communique déjà ces 3 questions. Première question, vous-même, partagez-vous ce constat critique de la responsabilité du politique et des services publics formulé par nos concitoyens? Deuxième question, comment avancer? Comment faire en sorte que notre système éducatif, en particulier, puisse renouer avec une pédagogie forte de la laïcité? En tant que présidente du Conseil des sages de la laïcité, quelles propositions concrètes, vous avez parlé d'un vade-mecum, quelles propositions concrètes votre Conseil envisage-t-il de porter pour parvenir le plus rapidement possible à des avancées? Enfin, troisième question, cette journée de travail, Dominique Gillot l'a dit tout à l'heure, organisée par la Fédération Générale des PEP, est très largement ouverte à de nombreux acteurs. Des enseignants, bien sûr, des parents, mais aussi des acteurs et militants de l'éducation populaire et des secteurs sociaux et médico-sociaux. Tous, vous le savez, mettent la laïcité au cœur de leur pratique.
Et donc, comment faire? Quelles propositions vous-même vous faites? Quel dispositif adopter pour que notre système éducatif travaille de façon plus étroite, plus coordonnée avec tous ces acteurs? Alors, si vous en êtes d'accord, après vos réponses, nous pourrons reprendre un certain nombre de questions parce qu'elles sont très nombreuses à arriver. Mais dans un premier temps, tout naturellement, en vous remerciant encore de votre intervention, je vous rends la parole. Bon, c'est les grandes questions et je ne suis pas sûre de pouvoir donner toutes les réponses qui seraient souhaitables pour répondre à ces questions. Alors, la première question portait, est-ce que je partage le constat critique du politique et des services publics? Je pense qu'il y a une responsabilité collective de toute la société. D'une part, il y a l'évolution de la société qui, étant déchristianisée dans sa majorité, a aussi ôté de sa force au mouvement laïque, puisque le mouvement laïque s'était constitué dans l'histoire française en réponse au pouvoir de l'Église catholique. Son pouvoir politique est maintenant très, très affaibli. Et donc, il y a une espèce il y a à la fois un délitement du religieux traditionnel et de la force laïque, puisque l'un nourrissait l'autre. Et dans une société très sécularisée, la laïcité est apparue à la fois comme évidente et inconsciente, et on ne s'est pas rendu compte du sens politique qu'elle avait. Et d'autre part, les politiques, comme les intellectuels, n'ont pas investi dans cette dimension particulière. Le multiculturalisme a été très à la mode parmi tous les chercheurs des sciences sociales. Je peux vous garantir que ce n'était pas l'invocation des principes républicains qui étaient acceptés dans les milieux ni médiatiques, ni intellectuels, ni de l'enseignement supérieur. Donc, il y a certainement une responsabilité du politique, mais cette responsabilité du politique n'exclut pas la responsabilité de beaucoup des autres instances de la vie sociale. Alors, comment avancer? Comment refaire une pédagogie de la laïcité? Comment, à partir de ce constat que la laïcité ou les principes de la laïcité n'ont pas été ou ont été mal transmis aux jeunes générations de professeurs, donc aux élèves, et aussi aux parents d'élèves, c'est-à-dire à l'ensemble de la société. Comment avancer? Alors, au Conseil des sages, nous avons essayé d'avoir une double action. D'une part, une action intellectuelle, c'est-à-dire de rappeler, autant que faire se peut, les principes, l'histoire, pour armer des enseignants, les uns pour lesquels c'était une évidence dont ils ne se rendaient pas compte des dimensions et de l'enjeu, et les autres simplement ne la connaissaient pas. Et donc, nous avons à la fois donc, agi au point de vue de l'armement intellectuel, si je puis dire, dans la mesure où ça n'est pas un oxymore, mais il faut que les enseignants comprennent ce qui est l'enjeu et pourquoi les règles particulières sont liées à un enjeu à la fois philosophique, juridique et politique. Et d'autre part, d'essayer de répondre aux cas concrets tels qu'ils se posent. Et notre contribution à différents textes, en particulier j'ai cité en passant le vade-mecum de la laïcité, après une introduction générale d'ailleurs très courte, s'efforce de donner les instruments les plus concrets pour que les enseignants face à des atteintes évidentes de la laïcité sachent comment agir, quels textes mobiliser, quelles pratiques avoir à leur égard. Donc, nous pensons qu'il y a tout un travail de pédagogie à faire auprès des enseignants et nous agissons dans le cadre de la rédaction des textes de concours de recrutement et dans le cadre de la formation permanente des enseignants. Nous sommes intervenus à plusieurs reprises, soit dans des rectorats, soit à Poitiers, dans la formation permanente des enseignants. Et nous avons été très frappés du fait que les enseignants étaient très intéressés, ceux qui étaient là. C'était essentiellement, moi quand j'y étais, des chefs d'établissement et des inspecteurs, très intéressés.
visiblement, moi qui avais l'impression pour ma génération d'enfoncer des portes ouvertes, ça n'était pas des portes ouvertes parce qu'il y avait eu un problème de transmission. Donc je pense qu'il faut agir à tous les niveaux, de la formation des enseignants d'abord, du dialogue avec les parents d'élèves et de l'affirmation des principes et de la manière de les adapter aux problèmes tels qu'ils se posent. Et donc, j'ai répondu partiellement à votre troisième question en disant que la transmission de la laïcité doit être faite par tous les canaux possibles, celui de la formation des enseignants, celui de l'affirmation des principes, celui du débat public. Il faut que le débat public cesse d'être monopolisé par ceux qui n'en voient pas véritablement le sens. Il faut expliquer, il faut transmettre. Le drame de Samuel Paty, je le dis là avec beaucoup d'émotion parce que ça a été pour moi un très gros choc, c'est que précisément, il a essayé de faire ce qui me paraît souhaitable de faire pour tout le monde. Mais nous savons que cela peut être dangereux. Merci beaucoup, Madame la Présidente, pour vos réponses. On retiendra donc agir dès le recrutement, la formation, la transmission, et puis aussi, effectivement, la prise en compte de cette certaine forme parfois d'isolement que vous évoquez à l'instant. On aura l'occasion d'ailleurs d'en reparler tout au long de cette journée, notamment sur les acteurs de l'éducation. Oui, alors on va peut-être passer maintenant aux questions des participants, de ceux qui nous regardent et vous écoutent et nous écoutent. Jean-Pierre. Oui, beaucoup de questions, Madame la Présidente. D'abord des compliments, des félicitations, des remerciements pour la clarté, la précision, la rigueur de vos réponses, mais néanmoins, beaucoup de questions. Alors, la première question, l'internaute d'ailleurs est revenu sur sa question ensuite, je le précise, c'est, vous avez formulé au début de votre intervention l'expression « l'islam et d'autres fondamentalismes ». Et cette expression, nous dit l'internaute, l'a heurté, car l'expression sous-entend que l'islam est bien évidemment un fondamentalisme. Même si c'est vrai, l'internaute le reconnaît elle-même, à deux reprises ensuite et longuement, vous avez bien distingué l'islam et l'islamisme. Néanmoins, je pense nécessaire de vous retransmettre cette intervention. Pouvez-vous néanmoins y revenir? Deuxième question, qui vient d'enseignants, vous avez parlé du vade-mecum et la tonalité générale des interventions montre que c'est sans doute une bonne chose. Mais il y a un mais, beaucoup d'enseignants disent que ça ne sera pas à l'évidence suffisant. Car pour eux, ce qui leur paraît manquer essentiellement aujourd'hui, c'est le sentiment d'être protégés par leur institution. Et ils posent la question, face à des manquements à la laïcité, il ne s'agit pas simplement d'un vade-mecum, comment pourrions-nous, quelles dispositions peut-on envisager pour que les enseignants se sentent mieux protégés, que l'institution elle-même dans sa globalité puisse être mieux protégée par les manquements. Troisième série d'interrogations, beaucoup interviennent pour dire qu'il faut se méfier d'une idéologisation du concept de laïcité, et ne pas oublier que la laïcité, les manquements à la laïcité proviennent d'abord peut-être des ghettos, des zones de non-droit qu'on a laissé se développer. Et est-ce qu'il ne faut pas, en parallèle et de façon très forte de la réflexion sur la laïcité, engager encore plus qu'on ne le fait une réflexion sur le lien entre laïcité et solidarité? Enfin, une quatrième question, ce sera la dernière la dernière. Vous avez parlé de beaucoup de formation des maîtres, vous avez insisté sur, mais beaucoup disent il ne faut pas que ça reste comme ça l'a souvent été, des déclarations d'intention. Est-ce qu'il n'est pas urgent d'imposer aux SP, notamment, un cahier des charges en la matière? Car sans cahier des charges, tout laisse à penser que finalement les choses pourraient continuer comme avant. Je vous rends la parole. Merci Jean-Pierre. J'espère que Dominique, vous avez tout en tête. Sinon, bien sûr, on pourra vous rappeler ces quatre questions, dont je crois une se rejoint sur la question de la déclaration d'intention. Les vade-mecum, ça revient à cette idée du texte, mais d'accord pour un texte, mais quid d'un texte? Est-ce qu'on peut faire plus et autrement? Mais je vous laisse répondre. Je suis sûr que vous avez tout en tête. Je crois que j'ai pris des notes au fur et à mesure, mais toutes ces questions me paraissent... Alors, s'agissant de l'islam et autres fondamentalismes, j'ai fait cette distinction au début de mon
papier pour bien distinguer, justement, d'un bout à l'autre, parce que je pense que c'est la vérité, l'islam en tant que tradition spirituelle et l'islamisme politique. Et j'ai dit un petit peu plus tard dans mon intervention, l'islam en tant que spiritualité, en tant que pratique d'ordre purement religieux, peut parfaitement s'attabler à la table de la République, comme disait Jean-Pierre Chevènement, c'est-à-dire que la loi de 1905, avec les quelques adaptations imposées par l'évolution de la société, peut parfaitement résoudre les problèmes nouveaux qui se posent avec cette nouvelle religion présente en France. Le problème se pose non pas avec l'islam en tant que spiritualité, mais avec l'islam politique, dont le fondement est que la loi religieuse prime la loi républicaine. Donc, c'est un problème qui se trouve posé politiquement particulièrement par l'islam, mais qui se poserait ou qui se pose effectivement pour tous les fondamentalismes qui se définissent en réalité par la primauté de la loi religieuse sur la loi politique, c'est-à-dire la loi républicaine. Et c'est ça contre lequel il faut lutter. Et c'est pour ça que je disais islam et autres fondamentalismes, pour montrer que ce n'était pas l'islam en tant que tel, mais c'était la forme fondamentaliste de l'islam, c'est-à-dire celle qui a un projet purement politique fondé sur le principe de la primauté de la loi religieuse qui, dans les sociétés démocratiques, est contraire avec le principe démocratique. Et j'espère, en tout cas je ne crois pas, et en tout cas je ne voulais pas confondre l'islam et avec l'islamisme. Et un des drames de la mauvaise compréhension des Américains, c'est que les deux termes sont traduits en anglais de la même façon. Et donc tout ce qui apparaît contre l'islamisme est vu par eux comme étant contre l'islam. Et nous devons lutter toujours pour distinguer l'un et l'autre. L'islam est compatible avec la loi de 1905. L'islamisme qui fait primer la loi religieuse sur la loi républicaine ne l'est pas. Et c'est une distinction essentielle qu'il faut toujours garder. Alors, le deuxième... Dominique, pardon, pour faire un point par rapport à ce qu'a heurté juste Dominique, donc on pourrait dire en fait l'islamisme et autres fondamentalismes. Voilà, c'est ça. Je pense que c'était ça qui avait... en tant qu'il est un fondamentalisme. Exactement, non, mais je pense que c'était juste ce terme-là par rapport à notre spectatrice, c'est islamisme et autres fondamentalismes. Et islam et autres fondamentalismes, il peut y avoir une compréhension de la formule qui aurait suscité un quiproquo que vous avez éclairé à l'instant. Mais je crois que maintenant, si elle nous regarde, j'en suis sûr, ça me paraît clair pour elle. C'était dans mon esprit parfaitement clair. Si évidemment. Elle a été loin ou si elle a donné lieu à l'ambiguïté, je n'ai jamais varié sur cette position. Et enfin, pour moi, c'est parfaitement. Et celle-là encore plus maintenant. J'ai dit textuellement que les problèmes religieux que pose l'islam, s'ils étaient purement religieux, ne poseraient pas de problème à la République, sinon des problèmes normaux d'adaptation d'un nouveau groupe religieux dans une société laïcisée. Merci. Alors, sur le deuxième point, le vade-mecum, bien entendu, ne suffit pas par lui-même à résoudre tous les problèmes. Nous sommes une douzaine de personnes de bonne volonté, nous n'avons aucune légitimité à agir, nous servons simplement de conseillers, d'animateurs, de soutien à ceux qui sont en position d'agir. Ce qui est important, je crois, et ce que l'exemple de Conflans-Sainte-Honorine a montré en particulier, c'est combien il importe, d'une part, que tous les enseignants se forment en collectif face aux problèmes tels qu'ils peuvent se poser. Il faut que les enseignants se sentent soutenus par leurs collègues, par le chef d'établissement, par l'inspecteur, par les services du décanat. Et de ce point de vue-là, le ministre agit dans ce sens-là en donnant une impulsion. Mais Jean-Pierre Aubin a montré comment, depuis des décennies, les services, enfin l'ensemble de l'éducation nationale, n'avaient pas été très actifs en ce sens. Et il faut remonter une situation qui a été laissée à volo
et dans laquelle des habitudes nouvelles doivent être prises. Nous avons eu beaucoup de témoignages d'enseignants nous disant « j'ai jamais pensé à protester puisque je savais que le chef d'établissement me dirait « pas de vague ». Donc je n'ai pas fait remonter les atteintes à la laïcité. Et maintenant, il faut, le ministre et les gens qui l'entourent essayent de diffuser l'idée qu'il faut collectivement, que ce soit l'institution elle-même à tous ses niveaux et avec toutes ses solidarités, qui aide ceux qui sont face à un problème difficile à traiter. Je pense que le collectif est très important pour que l'enseignant ne se sente pas abandonné en face d'une situation qui est difficile. Nous, en tant que Conseil des sages, on ne peut que les soutenir, donner des armes intellectuelles, mais on ne peut pas remplacer l'action de tous sur le terrain. C'est sur le terrain que peut, avec la conviction de tous, à tous les niveaux, que nous pouvons essayer de protéger ces principes. Et cela d'autant plus, c'est la troisième question, et je suis tout à fait d'accord, c'est que l'école ne peut pas tout. L'école ne peut pas compenser toutes les difficultés de la vie sociale, elle ne peut pas compenser ce qui se passe à sa porte, c'est-à-dire effectivement ce qu'on a cité, les ghettos urbains qui sont directement en relation avec les problèmes qu'on retrouve à l'intérieur de l'école. Alors l'école peut faire son travail auprès des jeunes, son travail auprès des parents d'élèves. Il y a un gros problème avec les parents d'élèves, mais évidemment, elle ne peut être qu'un élément d'une politique globale en faveur de l'intégration dans la société française de tous ceux qui sont français. Encore une fois, le phénomène majoritaire est l'intégration des populations descendantes des immigrés. Mais il reste des marges, et pas seulement des enfants d'immigrés, des marges d'enfants des classes populaires que la situation économique condamne à la marginalité très tôt. Et il y a là tout un problème sur lequel l'école peut faire ce qui est dans son pouvoir, mais pas plus. Et le dernier point portait sur les concours de recrutement des professeurs. Et je l'avais dit rapidement, et je suis très contente qu'on y revienne, parce que je voudrais insister là-dessus, sur le fait que, effectivement, dans les programmes qui sont organisés pour les INSPE, pour le recrutement des professeurs, il importe, et ça, je crois que notre action a été relativement efficace de ce côté-là. En tout cas, nous avons essayé, autant que faire se peut, que le problème de la laïcité soit mis au programme, qu'elle fasse partie des conditions de la connaissance. Il faut que la décision des appliqués fasse partie d'un cahier des charges dans le recrutement des enseignants. Mais malheureusement, je vous signale que dans l'enseignement secondaire en particulier, beaucoup d'enseignants sont des contractuels qui ne sont pas recrutés par les INSPE. Et donc, là aussi, il y aurait un travail à faire de formation continue des nombreux contractuels qui sont recrutés pour faire face aux besoins d'enseignants que les concours peinent à recruter. Merci, voilà. Merci beaucoup Madame la Présidente. La cloche va sonner dans maintenant 1 minute, mais on a quand même beaucoup de questions. Alors ça serait quand même dommage de frustrer tous les gens qui nous ont écrit. Alors je vais demander un exercice très complexe à Jean-Pierre d'être rapide pour transférer justement les questions de nos spectateurs. Et puis j'espère que vous le frustrerez aussi sur la réponse. Ce serait dommage de s'arrêter maintenant, car je pense qu'on avance quand même ce matin. Jean-Pierre. Merci François. Très rapidement, d'abord un grand merci à vous pour la clarté, la précision de vos réponses. 2 questions, il y en a énormément d'autres. Je choisis les 2 principales, indépendamment de tous les commentaires qui sont faits sur votre intervention. La première, sur ce que vous venez de dire. Ce qui nous remonte, c'est une critique très forte du politique. On a l'impression, disent les internautes, que depuis 30 ans, les politiques se refusent à établir un cahier des charges
donner aux SP pour qu'il y ait dans la formation de tous les enseignants, parce que maintenant les SP forment tous les enseignants, on a l'impression qu'il y a une espèce de timidité, de frilosité. On ne veut pas donner de cahier des charges de la formation citoyenne. Donc un certain nombre beaucoup d'internautes font remonter cela. Et puis la dernière chose, ça correspond aux objectifs de la journée, la question portant sur les liens avec les associations. On est dans une journée organisée par la Fédération Générale des PEP. Vous n'avez pas suffisamment développé la façon dont pourraient s'améliorer les liens entre le système éducatif et les associations. Merci encore pour vos interventions. Alors, le premier point, le critique du politique, oui, je suis d'accord avec... Ah. Vous m'entendez? Oui, ça y est, on vous entend. Ah. Passez-nous la personne, hein, Dominique, on va la prendre en direct. Hein. Non, je vais prendre. Le politique n'a pas été courageux, je suis tout à fait d'accord. Il y a eu une démission des élites politiques, des élites intellectuelles. Croyez-moi, le combat pour la République au cours des 30 dernières années n'était pas populaire dans les milieux intellectuels. C'était les laïcards, les gens qui ne comprennent pas, qui ne sont pas ouverts, etc. Donc il y a eu une démission du politique, oui, absolument, et une démission des médias et des intellectuels. Je suis entièrement d'accord là-dessus. Et donc, c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, j'ai accepté la charge dont j'ai été chargée par le ministre de l'Éducation nationale, parce qu'il voulait revenir là-dessus. Mais ce n'est pas en 3 ans et dans les circonstances actuelles que vous connaissez que nous compenserons des décennies de pusillanimité. Bon, donc je suis absolument d'accord. Alors, deuxième point, en effet, il faut voir le rôle des associations, parce que l'école n'est pas tout. Il y a les associations, il y a les groupes sportifs, il y a les différents lieux d'accueil du périscolaire. Et là, il est encore plus difficile d'avoir un certain contrôle. La loi sur le séparatisme qui est déposée décidément... C'est Jean-Michel Blanquer en même temps, on peut peut-être le prendre. C'est Jean-Michel Blanquer qui m'appelle? Oui. Non. Ah bon? Non, c'est pas ça, c'est pas là-dessus. Je termine là-dessus. La loi sur le séparatisme qui est discutée mais qui n'est pas encore votée, et donc évidemment ni votée ni appliquée, s'efforce en effet de mettre certaines conditions aux subventions à des associations en fonction de leur rapport à la laïcité. Et je pense que là, il y a eu beaucoup de dérives et qu'il est très utile de revoir les associations agréées qui gravitent autour des services publics et qui sont très peu et très insuffisamment surveillées de ce point de vue-là. Dominique Schnapper, merci infiniment et vous avez tout à fait lancé la table ronde qui va arriver dans quelques instants après quelques vidéos, puisqu'on va justement parler de tous ces acteurs de la coéducation qui sont complémentaires et en partenariat avec l'école, qu'on l'a bien compris, ne peut pas être seul à régler tous les problèmes de la laïcité. Merci beaucoup pour votre intervention et on vous laisse répondre à vos nombreux coups de téléphone qui saluent sans doute déjà votre performance. Non, je ne sais pas, mais enfin, en tout cas, j'ai eu plaisir à parler à des gens engagés dans ce combat. Merci à vous, merci beaucoup. Merci Jean-Pierre et on va tout de suite poursuivre notre journée avec une première vidéo qui a d'ailleurs été tournée par le Conseil des Sages. C'était en 2017 et ce sont des témoignages de jeunes qui découvrent la France et qui découvrent aussi avec notre beau pays les valeurs de la laïcité. Ce sont des témoignages qui sont assez forts. On va tout de suite les écouter et n'hésitez pas bien sûr à réagir sur notre site ou sur les réseaux des PEP. À tout de suite. Ici Radio Pépite, la web radio pédagogique des PEP 28. www.lespep28.org. Radio Pépite, la web radio des PEP 28. Bonjour à tous, je m'appelle Simon et oui, vous êtes bien sur Radio Pépite, sur une émission spéciale sur la laïcité.
À la table autour de moi, j'ai Béatrice. Bonjour. Julien. Bonjour. Et Malvine. Bonjour. Nous allons recevoir plusieurs invités sur cette émission. Madame Sophie Guérin et Monsieur Laurent Plançon. Pouvez-vous vous présenter en quelques mots? Oui, alors je m'appelle Sophie Guérin, je suis conseillère d'éducation populaire et de jeunesse à la direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations au service jeunesse et sport. Et on va bientôt intégrer l'éducation nationale. Bonjour, je m'appelle Laurent Plançon, je suis enseignant au premier degré, directeur d'école et formateur premier degré également. Si on sait que nous avons des camarades qui sont de la même religion que nous, est-ce qu'on a le droit de leur en parler C'est un peu la même question que tout à l'heure en fait. Bah, non, parce que des camarades où on sait qui sont de la même religion qui sont de la même religion que toi, du coup, qui vont être d'accord avec nous, est-ce qu'on a le droit d'en parler des choses un peu plus vraiment de la religion? Mais alors parce que ça serait par rapport sans que les autres écoutent ou que... top secret, des discussions top secret sur la religion. Vous avez le droit d'en parler même à des gens qui ne sont pas d'accord avec vous. Hein. C'est pas interdit d'en parler. Ce qu'il faut pas, c'est que ça crée du conflit. Donc après, ce qu'il faut, c'est pouvoir s'écouter et puis respecter l'avis de chacun. Mais c'est un peu comme sur tous les sujets. C'est pas que la religion en fait. Hein, dans la vie, on n'est pas forcément d'accord sur tout. Moi, je peux être d'accord sur je trouve que tu as un joli pull. Toi, tu peux dire non, moi, je trouve qu'elle n'a pas un joli pull. Mais pour autant, on va s'écouter, on va se respecter. Et puis, chacun aura son idée sur la question. D'accord, sans que ça génère au conflit. Voilà, donc après, l'idée, c'est ça. C'est que chacun a ses idées parce que chacun... à sa propre culture, son éducation, se forge aussi ses propres idées en grandissant. Après, le tout, c'est de le vivre dans le respect des autres. Par exemple, les nudistes qui vivent tout nus chez eux, on trouverait ça choquant qu'ils sortent dans la rue tout nus. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont porter des vêtements quand ils vont aller dans la rue parce que ça pourrait troubler l'ordre public. De se promener tout nu dans la rue. Et pour autant, chez eux, ils vont vivre comme ça. Et quand ils vont aller en vacances, ils vont aller dans des structures qui leur permettent de vivre comme ça. C'est leur propre mode de vie. Ils font ce qu'ils veulent chez eux. Ils ont le droit de faire ça, ils ont le droit de le penser. Par contre, dans l'espace public, c'est un petit peu différent. Il faut respecter chacun. Alors, moi, j'ai une question pour les enfants qui sont autour de la table. Est-ce que vous êtes au courant que du coup, dans l'école de la République, à l'heure actuelle, il y a une charte qui s'appelle la charte de la laïcité qui existe? Oui. Tous les débuts d'année, les professeurs nous les distribuent et on doit les coller dans le cahier de liaison pour les montrer aux parents. Et du coup, qu'est-ce qu'il est dit dans cette charte? On n'a pas le droit d'influencer les gens avec notre religion, qu'on n'a pas à les forcer à prier. Qu'on a quand même le droit de parler de religion à l'école et que c'est quand même un lieu où on doit s'exprimer. Vous pouvez nous retrouver sur le site internet des PEP 28. Est-ce que tu te souviens de l'adresse? Oh non. Allez, je te la donne, on va regarder si tu la retiens. Donc tu dis juste www.lespep28.org. Oui, c'est vrai. .org. .org à la fin. .org. C'est vrai, j'avais pensé à un piano la dernière fois. C'est ça. Alors, www.lespep28.org. C'est ça, ça va le faire, t'inquiète. www.lespep28.org. Voilà. C'est mieux. C'est mieux. Et nous sommes sur quelle radio? Est-ce que tu t'en souviens? Radio Pépite, sur une émission spéciale sur la laïcité. Et du coup, quel est le dernier mot qu'on dit à nos auditeurs généralement? Au revoir. Et du coup, on le dit généralement tous. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Radio Pépite. La web radio des PEP 28. La web radio. Bonjour, je m'appelle Anima et je viens du Bangladesh. Je pense que la laïcité est très importante pour le monde parce que dans le monde, il y a des pays où la religion n'est pas séparée de l'école et de l'État. Dans ces pays, la religion est la première priorité.
Exemple, la Birmanie est un pays bouddhiste et l'État a décidé que les musulmans ne peuvent pas rester en Birmanie. Tuent les gens qui sont musulmans et c'est terrible. Si c'était un pays laïque, ils pourraient vivre ensemble parce que la laïcité nous permet de vivre ensemble. La laïcité n'est pas juste une règle qui sépare la religion de l'État, c'est aussi une règle qui garantit l'égalité entre les filles et les garçons. Si je parle de la société du Bangladesh, les filles et les garçons ne sont pas égaux. Il y a des familles qui pensent que les filles n'ont pas besoin de finir des études parce qu'elles veulent se marier et faire le ménage à la maison. Mais pour les garçons, c'est l'inverse. La famille fait tout pour éduquer les garçons parce qu'ils pensent que les garçons veulent travailler et gagner de l'argent, mais les filles ne peuvent pas travailler. C'est pour ça que je pense que la laïcité est très importante pour la société de mon pays, pour que les filles puissent libres vivre. Je me présente, je m'appelle Jocelyne, je viens d'Irak, mais j'aimerais bien vous dire que dans mon pays, l'Irak, mon prénom n'était pas Jocelyne, c'était la chrétienne. À chaque fois quand quelqu'un oubliait mon prénom, il commence à m'appeler avec ma religion, comme si je n'avais même pas un prénom. Ça m'a fait sentir que je suis différente et que je ne suis pas comme les autres. Dans mon école, certains pères ne me voyaient pas comme les autres élèves. Des parents qui disaient à leurs enfants de ne pas me parler, juste parce que je suis chrétienne, ou comme ils disaient, différente. Ça m'a fait vraiment mal à l'intérieur, mais j'ai toujours montré que je suis forte et que je m'en fous de tout ce qu'il dit. J'ai toujours été fière d'être araméenne chrétienne, comme tout le monde qui sont fiers d'être de ce qu'il est. Au cours de religion, le prof me disait de sortir dehors, ou sinon je faisais le cours avec eux. Mais moi, je choisissais de sortir. Il y avait certains professeurs, quand ils me voyaient dehors, ils me disaient, au lieu de rester ici sans rien faire, pourquoi ne pas aller faire du ménage avec la dame qui fait le ménage? J'ai toujours répondu, car je voulais toujours montrer que je suis plus forte que ce qu'ils pensent. Quand ils me parlaient de leur religion, je disais tout le temps, je respecte ce que vous pensez, mais ne me parlez pas de votre religion, car je ne crois pas à ce que vous croyez. Et je ne vais jamais croire à quelque chose juste parce que vous voulez que je pense à ça. Je suis libre à ce que je pense. Je suis sûre, si la laïcité existait dans mon pays, je n'avais pas des moments difficiles dans mon enfance. Maintenant et devant tout le monde, je vous remercie la laïcité, car elle m'a rendu mon prénom. Aujourd'hui, mon prénom n'est plus la chrétienne, mais c'est Jocelyne. Je me présente, je m'appelle Isram Salem, j'ai 17 ans, je viens de la Tunisie. Quand je suis arrivée en France, je trouvais bizarre de ne voir pas d'insignes religieux au lycée. J'étais curieuse de connaître la religion chrétienne, mais je trouvais ça bien parce que on n'en voit pas tout à travers la religion, comme dans mon ancienne école. Dans mon pays, il y a des gens de confession juive qui s'en font insulter. Même dans mon lycée en France, j'entendais un élève dire que tous les musulmans étaient terroristes, surtout les arabes. Ça me fait mal. Et je suis contente que la laïcité existe pour l'être contre l'intolérance. Je m'appelle Randy. Quand j'étais au Cameroun, j'étais dans une école religieuse. Là-bas, nous vivons avec les règles de l'Église et on montre sa spiritualité. Il faut montrer que nous sommes des vrais chrétiens. Sinon, les autres vont s'éloigner ou dire que vous êtes possédés par des diables et des critiques. À cause de cette peur, je dois porter et devenir un personnage chrétien. Mais à l'intérieur de moi, je sais que ce n'est pas moi en vrai. Je n'étais pas libre et confortable. J'étais vivant dans un personnage. Je n'ai jamais eu la chance de choisir entre croire ou ne pas croire, ou la chance de vivre libre, mais je devais toujours montrer ma religion, et jamais moi à l'intérieur. On me conseillait de n'avoir que des amis chrétiens, et des autres étaient regardés comme des mauvaises personnes. Personne ne m'a jamais demandé combien de fois je prie par jour, ou si je suis baptisé. Je trouve très fascinant que 20 personnes qui viennent de presque
tous les continents du monde, avec les cultures et les religions, puissent vivre et rester ensemble dans la même classe, en paix. Et personne n'est en train de critiquer des autres à cause de leur religion. On se comprend et on se respecte nous-mêmes. La laïcité m'a donné la chance d'être libre. La laïcité m'a donné la chance de quitter mon personnage. Merci. Oui, alors cela ne nous aura pas échappé. Il y a une petite inversion de vidéo. La première que vous avez vue était des images de la radio Pépite qui a été initiée par les PEP 28 du département de l'Eure-et-Loire, une radio pédagogique où donc, les éducateurs se sont prêtés au jeu des questions et des réponses des enfants. Donc nous avons écouté les éducateurs, nous avons écouté à l'instant les jeunes et on va écouter un petit témoignage d'un enseignant avant d'attaquer notre première table ronde. Il s'agit de Joël Canto, enseignant en histoire-géographie, engagé. Depuis plus de 16 ans, en tout cas, il a enseigné et aujourd'hui, il est adjoint de l'ONICEP. On l'écoute et ensuite, on attaque avec notre première table ronde de la journée. Ce qui est certain, c'est que je ne sais pas s'il y a un délitement du sentiment républicain. Il y a en tout cas Agnès, une elle est où, contestation Agnès ? de plus en plus forte de l'autorité. Et il peut y avoir par moment une mise en questionnement et une discussion par les élèves d'un certain nombre de principes. Je voudrais absolument qu'on évite une chose, c'est le catéchisme républicain. L'enseignement des valeurs, le fait de porter les valeurs, passe à mes yeux par deux choses. D'une part, par l'incarnation. Tous les matins, les enseignants, les chefs d'établissement qui sont aux portes des établissements, qui se rendent dans leurs établissements et qui vont enseigner tous les matins, les collègues de l'éducation populaire qui vont au travail, dans les maisons de quartier, dans toutes les structures possibles et imaginables, sont l'incarnation de la République. Le plus important à mes yeux est qu'ils en aient pleinement conscience. La seconde chose, au-delà de cette incarnation, je crois qu'il faut accepter, d'une part, que oui, il y a au sein de la société un délitement, oui, il y a au sein de la société un processus de ghettoisation d'une partie des populations. Ce processus a été décrit scientifiquement déjà depuis plusieurs années de manière très objective, de manière très claire. Donc, je ne crois pas qu'il y ait un renoncement au sein du système éducatif. En revanche, il y a une évolution toujours accentuée, toujours plus grave du regroupement des populations les plus déshéritées dans un certain nombre de territoires. Alors évidemment, ça génère un certain nombre de frustrations. Alors évidemment, ça génère un certain nombre de problématiques. Pour autant, je voudrais rappeler une chose. Ceux à qui nous nous adressons sont des jeunes en construction. Et donc, cette construction passe inévitablement par des frottements. Elle passe inévitablement par des frictions, par des temps d'échange, par des temps de désaccord. Nous sommes là pour travailler dans le respect d'un principe simple, c'est que tous nos élèves, tous nos jeunes sont éducables, et que c'est par cette confrontation qui est difficile sur le terrain, qui est difficile pour les enseignants, pour les chefs d'établissement, mais qui est indispensable, qui est consubstantielle à la construction de leur identité et de leur citoyenneté. Et je crois que c'est deux choses, l'acceptation de cet échange, l'acceptation de cette dispute intellectuelle, et par ailleurs l'incarnation de cette République permettent à chacun d'avancer. Alors, évidemment, je ne suis pas naïf. Il faut par moment incarner l'autorité. Il faut par moment rappeler la règle, rappeler l'autorité et, le cas échéant, prendre des sanctions. Mais avant cela, il y a un travail pédagogique à mener. C'est ce pourquoi nous œuvrons au quotidien dans les établissements scolaires. Je crois qu'il y a entre l'éducation nationale et l'éducation populaire une vraie complémentarité. Pour autant, je pense que nos missions sont très convergentes, que nos valeurs doivent absolument être partagées. Je pense que nous avons probablement à avancer en matière de communication et d'articulation dans ce que nous faisons collectivement sur les mêmes territoires. C'est le sens des cités éducatives qui ont été mises en place récemment par le gouvernement. Mais je crois que dans nos approches, nous devons être convergents. Je crois que tous les éducateurs, tous les professionnels et tous les bénévoles qui interviennent dans le cadre de l'éducation
populaires peuvent partager les mêmes valeurs que nous et les porter de la même manière que nous. Ils sont au plus près du terrain, ils sont au plus près des jeunes et de la réalité sociale du pays. Ils sont, à mes yeux, je crois, le premier rempart contre des dérives potentielles. Et je crois qu'ils ont, de ce point de vue-là, à la fois besoin d'être accompagnés et encadrés, et besoin aussi d'être très fortement valorisés. Sur le terrain, on ne réengage pas une politique ou des actions exclusivement en lien avec la question de la laïcité. Lorsqu'on accompagne des élèves à franchir le périphérique, lorsqu'on accompagne des élèves à venir à l'opéra, lorsqu'on accompagne des élèves à venir au théâtre, c'est un travail quotidien qui est fait dans les établissements, hors des établissements, en lien avec le monde de la culture, avec le monde du livre, avec le monde du théâtre, avec le monde de la musique. C'est un travail quotidien qui permet aux élèves à la fois de franchir des distances et des choses et des limites qu'ils pensent infranchissables, et d'autre part, une façon indirecte de travailler sur des valeurs qui sont des valeurs partagées. Et ce travail, il est fait au quotidien par l'éducation populaire, il est fait au quotidien dans les établissements scolaires. Nous semons quotidiennement des petites graines. Et ces petites graines, nous ne les voyons pas forcément grandir. Elles grandissent petit à petit. Et de manière fugace, parfois, nous rencontrons d'anciens élèves 10, 15, 20 ou 30 ans après. Moi, j'ai rencontré une de mes anciennes élèves lorsque j'étais un tout jeune enseignant. Elle est aujourd'hui professeure des écoles en Seine-Saint-Denis. Et lorsque je l'ai croisée de manière fortuite, ça a été pour moi un moment de très grande émotion. Merci pour ce témoignage.